Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Déjà avant la crise du Covid, de nombreux professeurs tiraient la sonnette d'alarme sur les conditions de travail et la pression. L'éducation est un domaine sous tension et l'actualité et les nouveaux enjeux politiques ne sont pas toujours rassurants pour les professeurs notamment. Tout au long de l'année, l'autonome de solidarité laïque sensibilise et informe les personnels sur les risques du métier et le droit des personnels d'éducation. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Jean-Louis Linder, vice-président de l'association. Bonjour. Bonjour à vous, je vous remercie de nous accueillir, parce que vraiment au titre de l'ASL déjà, puis au titre, allez, on va commencer, de presque 1 demi-million d'adhérents. Voilà, c'est pour vous dire le poids que l'on représente. Alors votre association a justement de multiples objectifs, notamment sur la prévention des risques et la protection des personnels de l'éducation. Quand on parle de personnel de l'éducation, qui sont concernés? Alors historiquement, on va dire, on était vraiment sectorisé sur le monde de l'éducation nationale avec les professeurs, dans un premier temps le premier degré, les instituteurs, puisque c'est eux qui sont à, on va dire, la création de cette belle association, association de 120 ans tout de même, qui reste encore bien vivante, je vous ai dit 1 demi-million d'adhérents. On est passé des instituteurs, professeurs du second degré, et nous avons largement ouvert au monde de l'éducation au sens plein du terme, puisque nous pensons qu'effectivement l'action ou les actions éducatives vont bien au-delà de l'école. On sait très bien qu'on parle de communauté éducative, mais pour nous, c'est une réalité. Lorsque l'on a ouvert, par exemple, je vais vous donner un exemple, aux éducateurs en crèche, aux éducateurs de la PJJ, aux éducateurs sportifs et culturels, mais qui exerceraient, on va dire, sur des clubs associatifs, par exemple. Voilà. Et pourquoi il a été essentiel, il y a maintenant plusieurs décennies, vous avez dit 120 ans, de créer cette association? Alors, au tout départ, on va dire, c'était vraiment, on va dire, l'histoire de la République. La République se constitue, et puis l'école, finalement, on va dire, on lui garde une petite part, mais l'État ne considère pas qu'il est responsable au titre de ses personnels vis-à-vis des risques qu'ils prennent. Alors quand je dis qu'ils prennent des risques, il faut s'entendre, on parle bien de responsabilité prise lorsque leurs élèves se blessent. Et ça a commencé comme ça. Un élève s'est blessé gravement et le professeur s'est trouvé tout de suite mis en cause et a dû payer sur ses deniers. Donc vous voyez, on était vraiment sur des questions purement financières. Et au fur et à mesure où l'État a commencé à prendre vraiment son rôle à cœur, il a décidé finalement, on va dire, qu'il pouvait, au titre de la mission de service public, protéger les personnels en disant écoutez, je vous accorde la protection fonctionnelle et c'est moi, État, qui paierai les victimes. Mais il restait un angle mort, et c'est pour ça que l'ASL a continué, on va dire, à être présente aux côtés des personnels, parce que cet angle mort, c'est lorsque l'on est accusé, lorsque l'on est mis en cause, là, il n'y a personne. Voilà, il faut être très clair. Alors sur quel sujet et thématique justement vous informez, protégez et sensibilisez les personnels de l'éducation? Alors on va dire ça recoupe vraiment, on va dire, les grandes thématiques du droit, la responsabilité civile, la responsabilité pénale. Après on va sur des catégories plus d'infractions ou de délits, c'est-à-dire la dénonciation calomnieuse, la diffamation, qu'est-ce que c'est, que ça soit par voie directe ou par internet avec les réseaux sociaux. On va aussi sur le sujet qui nous préoccupe, l'insulte et la menace, et on pourra en reparler sur les dossiers. Insulte, menaces qui sont véritablement le gros sujet de nos dossiers. Alors justement, sur les réseaux sociaux, nous sommes parfois confrontés à des images de professeurs totalement impuissants face parfois à la violence des élèves. Alors je pense au professeur qui s'est fait pointer une arme sur la tête par un élève notamment, ça remonte déjà il y a quelques années. Plus récemment, on a eu un élève de 13 ans qui a giflé donc son professeur en plein cours à Marseille et un professeur qui a été menacé de mort sur Instagram. Ces professeurs sont souvent impuissants face à la situation. Ils savent qu'ils peuvent porter plainte, mais ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne savent pas ce qui peut se passer derrière. Que faites-vous justement pour les aider sur cette thématique? Alors, je dirais, avant même de penser en termes juridiques, déposer plainte ou quoi, il y a quand même le choc. On rappelle toujours, l'école n'est pas un sanctuaire, peut-être, mais la fonction d'être éducateur est une fonction sacrée pour l'État. C'est bien à partir de ce creuset que l'on permet à nos jeunes de devenir des citoyens. Donc clairement, on voit qu'il y a des transgressions qui sont maintenant à l'œuvre, qui l'étaient déjà, mais certainement, on va dire, de façon un petit peu plus pointilliste. Elles le sont un peu comme des effets accélérateurs des unes sur les autres. Et il faut être très clair, la première des choses qu'il faut proposer à ses collègues, c'est on se pose avec toi, on t'écoute, et on va t'accompagner d'abord d'un point de vue strictement humain. Et puis après, on va décrypter tranquillement la situation, d'un point de vue bien sûr professionnel, ça s'est passé dans quelles circonstances, et ensuite voyons voir s'il y a quelque chose de juridique derrière sur lequel nous pouvons aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement, et là on fait intervenir nos avocats conseils.
Vous publiez notamment plusieurs dossiers pour alerter sur les conditions de travail, notamment sur la santé au travail. Vous dénoncez par exemple un manque de soutien psychologique pour les personnels de l'éducation, un mal-être qui s'accroît au fil des années. Votre dossier révèle notamment que 55% des personnels dans les collèges et lycées sont aujourd'hui insatisfaits de leur métier, contre 31% en 2013. Est-ce que votre rôle, c'est justement de pointer ces dysfonctionnements et ce mal-être pour améliorer les conditions de travail? Je rebondis parce que vous avez lu avec une grande attention effectivement l'étude, qui est une étude de victimisation. Nous avons deux études principales. Alors celle de victimisation, c'est comme si je vous questionnais directement en vous demandant, à travers une série de questions quand même élaborées, puisque c'est une étude universitaire, je vous demandais comment vous vous sentez dans votre métier. Ça peut être d'une question très ouverte à des questions de plus en plus précises. Donc si vous me répondez en tant que professeur, à 55%, l'ensemble des professeurs dit on se sent de plus en plus mal dans notre métier, il faut aller questionner beaucoup plus loin sur les détails. Et les détails, ils sont intéressants parce que, à travers le mal-être des professeurs, on voit deux choses. On voit le climat scolaire qui se dégrade. Et là, ça rejoint notre baromètre. Ensuite, on voit une autre chose. La défiance vis-à-vis de l'institution, qui n'est plus considérée comme un recours possible pour se faire finalement protéger, assurer de notre bon droit. On va dire on est là-dedans. Et il y a un troisième élément que vous n'avez pas cité et qui est quasi contradictoire avec le premier, c'est que lorsqu'on les interroge sur le sens de leur métier et sur l'intérêt humain qu'ils portent à leur métier, ils restent tout le temps extrêmement positifs sur la relation qu'ils ont avec leurs élèves. Donc vous voyez, c'est sans doute plus complexe, et il faut être sans doute un tout petit peu plus posé lorsqu'on a des grandes catégories comme ça d'insatisfaction. Voilà. Mais aussi parce que justement, un élève justement qui va, par exemple, gifler son professeur ou qui va l'insulter, etc., c'est un élève parmi 50, 60, 100 qui suivent tout au long de l'année. Si vous voulez, sur l'ensemble des dossiers que nous avons chaque année, vraiment dossiers, donc c'est du factuel. Je ne parle pas des menaces qui peuvent passer effectivement à la trappe et qu'on ne voit pas. C'est toujours possible. Mais sur nos, je vous dis à peu près 500 000 adhérents, 475 000 pour être exact adhérents. On a 10 000 dossiers par an et on a vraiment 5 000 gros dossiers qui relèvent d'insultes, menaces, et les passages à l'acte sont minoritaires. Mais quand je dis minoritaires, ils le sont vraiment. Pour autant, ils sont quand même révélateurs d'un mal-être profond. Et ça, quand un collègue vient avec ce type de difficulté ou ce type d'événement traumatisant, il est évident que là, on ne passe plus. On n'est plus dans de la prévention, on est dans de l'action. C'est un délit. D'abord, ça a déjà été dit à maintes reprises, le ministre l'a dit, ministre Gabriel Attal, c'est un fonctionnaire, un agent en mission de service public, donc vous voyez qu'on dépasse le stade du fonctionnaire, c'est les contractuels aussi, c'est nos collègues AED, assistants d'éducation, les anciens pions que vous avez connus, vous avez peut-être été, non aussi Non. Vous avez échappé à ça, alors. Voilà. Alors les AED, eux, sont soumis, par exemple, à une grosse pression dans la relation avec les élèves, et puis ils se retrouvent très souvent, on va dire effectivement, allez, ce sont des ados, donc on imagine bien ce que ça peut donner des ados qui rentrent en relation un peu compliquée face à l'autorité représentée. Donc, on leur dit tout de suite, c'est inacceptable. 2, on pose les faits. 3, ça va directement avec notre avocat conseil avant d'aller vers un dépôt de plainte qui pourrait être mal qualifié ou qui pourrait, et on en rediscutera, être un petit peu mis en tri vertical par les procureurs ou les bureaux des procureurs. Donc il faut que ça soit très très bien posé. C'est pour ça, premier conseil, c'est on pose l'émotion et on a le temps d'agir à ce moment-là d'une façon posée aussi d'un point de vue juridique. Pour bien comprendre et synthétiser un petit peu tous vos propos, votre rôle premier est donc de pouvoir informer les personnels de l'éducation sur leurs droits, leurs devoirs, et pour leur permettre justement de comprendre cet encadrement juridique au sein d'un établissement scolaire. Complètement, vous voyez, la phrase bateau, nul n'est censé ignorer la loi, on pourrait rajouter sauf les enseignants, sauf les personnels en mission d'éducation qui pour autant, on va dire, cumulent des facteurs de risque monstrueux. Ils sont responsables de la santé, de la sécurité des élèves qui leur sont confiés, de leur bien-être, la bienveillance, mais au-delà, on va dire, de tenir compte de leurs différences. On reparlera de ça d'ailleurs pour une problématique nouvelle qui est apparue aussi dans l'étude autour de l'inclusion. Il n'empêche que les informer, c'est les former. Autrement dit, qu'est-ce que sont les grandes catégories de risques que vous prenez et quelles sont les grandes catégories légales, juridiques sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Les textes sont très clairs, ils sont écrits, c'est noir sur blanc. Eh bien, je peux vous dire qu'on constate régulièrement que les collègues ignorent, par exemple, qu'ils sont protégés par l'État.
On pourra y revenir justement dans une prochaine émission. Merci beaucoup Jean-Louis Linder d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site autonome-solidarité.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.